Bismillah, salam alaikum. Donc, on va entamer notre communication sur le rôle du conseil de pharmacien avec toutes les compétences et possibilités que nous avons, nous, en tant que pharmaciens d'officine, au niveau de notre espace de santé dont on est beaucoup jaloux, un espace de santé qu'on qualifie d'irremplaçable, et le pharmacien d'officine, quand on en parle, on dit toujours le professionnel de santé incontournable. Ça sera pratiquement une synthèse sur le plan réglementaire, mais aussi pratique, de tout ce qui a été dit entre hier et aujourd'hui par les conférenciers, donc Dr Ben Ahmed, Dr Kerar, Nabi qui vient de passer, par rapport donc au conseil, par rapport aux produits conseil, par rapport aux produits libre-vente, par rapport aux compétences du pharmacien, mais aussi par rapport aux difficultés que nous avons sur le plan économique, financier, l'obligation d'exercer dans le respect de la réglementation. Donc, on va voir, ça sera beaucoup plus une communication aussi qui est fortement liée à notre réalité quotidienne. C'est un résumé de constats, d'expériences et de pratiques. J'ai été étonné d'écouter tout à l'heure le constat par rapport à ce qui se fait sur le web, etc., et les difficultés auxquelles peut faire face le pharmacien dans l'exercice justement du conseil et de ses compétences par rapport à ses patients qui pourraient peut-être se montrer plus à jour de l'information par rapport à ce qu'il a déjà lui dans la tête. Bon, juste pour présenter un petit peu ce contexte ou bien cette compétence du pharmacien sur le plan du conseil, et je dirais de la libre attitude face à ses patients en matière de leur prise en charge. Donc on va voir ce qui se fait. Voilà. Bon, parmi les qualités du pharmacien, donc, entre vocation et mission, on jouit tous, donc, heureusement, d'une formation polyvalente, très polyvalente sur le plan médical. Dr Ben Ahmed hier a rappelé les dispositions de l'article 144 du Code de déontologie, parmi lesquelles la principale qui est celle d'analyser l'ordonnance. Donc, on doit avoir cette faculté d'analyser l'ordonnance et de prendre une décision quant à la suite à donner pour une ordonnance. On dit souvent que le pharmacien est le seul acteur économique qui a le droit de refuser de vendre. Bon, nous on dit dispenser, mais il se pourrait que dans certaines situations, on refuse d'honorer des ordonnances suite à l'analyse dont on a fait. Il y a aussi donc ce fameux article qui concerne la substitution, 145. On a bien rappelé hier que le pharmacien algérien a acquis le droit de substitution en 92, avant même que les pharmaciens l'aient, je pense, en 98. Il y a aussi cette qualité qui est faite, qui est donnée, qui est de fait acquise par le pharmacien, qui fait que le pharmacien est le premier maillon de la chaîne de soins. Le plus souvent, les patients s'adressent beaucoup plus au pharmacien avant de s'orienter vers le médecin. Parmi les points réglementaires donc, qui précisent notre exercice et qui nous orientent un peu vers le conseil, vers l'exercice de cette responsabilité que nous avons au niveau de l'officine, il y a l'arrêté 67 du 9 juillet 1996 du ministère de la Santé qui stipule dans l'article 3 que parmi les tâches du pharmacien, donc, la dispensation des médicaments. Dispensation, c'est un terme que nous aimons beaucoup hein, en tant que pharmacien, en tant que syndicat. La dispensation des médicaments est l'acte pharmaceutique associant la délivrance à l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, donc on analyse l'ordonnance, et la mise à la disposition du malade d'informations nécessaires au bon usage du médicament. Je ferai un enchaînement plus tard sur le SHP, qui est le service honoraire pharmacien. Service honoraire pharmacien, c'est rémunérer le pharmacien justement pour cet acte d'analyse des médicaments prescrits, les interactions, les effets secondaires, etc. Donc ça, c'était sur le plan compétences réglementaires, etc. Ce qui fait justement la spécificité du pharmacien, c'est aussi la spécificité de l'officine. C'est un espace de santé
très accessible aux citoyens, aux patients, qui est ouvert à tous, gratuitement et sans rendez-vous. Il y a aussi au niveau de l'officine des possibilités d'affichage, je dirais même d'exposition par rapport aux produits libre-vente et OTC, mais c'est un espace malheureusement qui est très souvent mal exploité, notamment en matière de prévention. Le réseau officinal, il est très dense en Algérie, nous avons 11 000 officines. La norme officielle réglementaire, c'est une officine pour 5 000 habitants. Malheureusement, on se retrouve avec actuellement une moyenne de une officine pour 3 500 habitants. Il y a même des agglomérations où nous sommes à une officine pour 1 800 habitants. Rien que la circulaire sur les zones enclavées, elle a permis de créer en 5 ans plus de 3 500 officines, c'est-à-dire au-delà des normes réglementaires. On dit qu'il y a pratiquement saturation. Mais c'est un atout que d'avoir des réseaux diffusés à travers tout le territoire national. Il y a des endroits où on n'a même pas d'épicerie et il y a des officines. Quels sont les domaines du conseil où le pharmacien donc, peut exercer son conseil avec compétence, etc. Le conseil, il est exercé par le pharmacien, donc il informe, il conseille convenablement, il guide le patient. Il y a donc habituellement des sujets sur lesquels je ne vais pas m'étaler. C'est le conseil habituel sur des pathologies tout à fait ordinaires, la douleur, la toux, les symptômes grippaux, la constipation, la diarrhée, les interactions à effets secondaires des médicaments, l'acné, l'asthme, les posologies, etc. Il y a le conseil dans le cadre de la prise en charge des maladies lourdes, telles que la cancérologie, la chirurgie orthopédique, la dépression, la psychiatrie. Il y a aussi, donc, par moment, ça se complique pour le malade et l'intervention du pharmacien. Dans le cadre du conseil, elle est nécessaire pour l'utilisation de nouveaux dispositifs qui deviennent de plus en plus compliqués, comme les stylos à insuline, les aérosols comme le Foradil, le Spiriva, etc. Aussi, les lecteurs de glycémie. On n'arrête pas de recevoir chaque jour, pratiquement chaque semaine, de nouveaux modèles et chacun marche d'une façon différente. Il y a des sujets délicats qui sont abordés peut-être plus à l'aise ailleurs que chez nous, tels que les troubles sexuels, les problèmes d'incontinence, les effets de la ménopause. Il y a les petits bobos ordinaires où le pharmacien peut exceller en matière de conseil, par les brûlures, les entorses, les piqûres d'insectes, l'asthénie, l'insomnie. Et le conseil peut aussi donc constituer un acte de prévention. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais parlé de l'espace officinal où on peut l'exploiter en termes d'affichage pour des campagnes de sensibilisation, de prévention, à l'exemple de la lutte contre le tabagisme, encouragé dans le cadre des campagnes de vaccination. Rien que, par exemple, dans le cadre de la prévention, on peut parler d'éducation sanitaire de manière globale, d'hygiène bucco-dentaire, avec toutes les complications qu'il peut y avoir quand il y a une mauvaise hygiène dentaire. La vaccination, il faut savoir que jusqu'à hier, on a eu en Algérie 23 décès suite à des complications de la grippe saisonnière. S'il y avait, je pense, une prévention convenable menée, ne serait-ce que sur le plan de l'affichage au niveau de l'officine, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de pharmaciens qui ont encore du vaccin antigrippal qui n'a pas été vendu. Alors qu'on peut sensibiliser qu'il n'est pas trop tard, qu'on peut se faire vacciner. En se faisant vacciner, on peut éviter des complications de la grippe saisonnière. Donc ça rentre dans le cadre de la prévention, y compris par exemple comme l'hypertension artérielle. Si on facilitait la prise de tension au niveau de l'officine et qu'on ne recevait pas des visites d'inspecteurs qui disent « Ah non, c'est interdit, c'est pas permis, vous n'avez pas le droit, etc. » Qu'on facilitait le dépistage du diabète. Il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont hypertendus qui ne le savent pas. Et si on facilitait, si on s'investissait dans ce genre d'opération, grâce au concours et au travail de prévention du pharmacien d'officine, on éviterait à la population algérienne beaucoup de problèmes de santé publique et ça va se répercuter sur le coût, sur l'économie de la santé et aussi sur la couverture sociale. Il y a des rôles plus avancés justement donc en matière d'analyse médicale qu'on peut effectuer plus à l'aise. Je ne vois pas pourquoi une femme peut faire un test de grossesse chez elle, le pharmacien ne peut pas le faire. Le pharmacien dans le secteur public, il est chef de service d'un laboratoire central. Quand il s'installe, il a tous les problèmes du monde pour assurer des analyses. Et je ne vois pas pourquoi un hypertendu peut se prendre la tension chez lui, pourquoi le pharmacien ne peut pas le faire au niveau de l'officine. On nous dit que c'est un acte médical. Or, dans la plupart du temps, c'est les infirmiers qui prennent la tension, ce n'est même pas les médecins.
Donc tout ça, on devrait, normalement, l'État devrait faciliter le pharmacien et l'assister, l'encourager même à aller vers ce genre de gestes. Et ça rentre dans le conseil, dans le cadre du conseil et des compétences du pharmacien d'officine. Et sur le plan économique, le pharmacien peut conseiller le générique. C'est ce que nous faisons depuis 1992. C'est ce que nous faisons depuis que le tiers payant a été généralisé. Je rappelle que grâce aux pharmaciens d'officine, le tiers payant a été généralisé et qu'on ait une réussite. Il y a une meilleure prise en charge des assurés des patients algériens. Ça profite à 37 millions d'Algériens dans le cadre du tiers payant. Un nombre de cartes Chifa de 13 millions, et tout ça, c'est grâce aux pharmaciens d'officine. Et dans le cadre justement du tiers payant, le pharmacien contribue à réaliser des économies de santé en conseillant le produit de fabrication nationale et en faisant la substitution et en conseillant le médicament générique. Donc le rôle de conseil du pharmacien peut profiter sur un plan de santé publique, mais aussi sur un plan économique. Donc, oui pour le conseil, mais il faut faire jouer le conseil de manière responsable et objective. Faire jouer sa compétence, sa conscience, j'insiste sur le mot conscience en même temps que sur la compétence. Et avec conviction en plus, parce qu'on a vécu l'exemple du RHB. Dieu merci, beaucoup de pharmaciens ont refusé de vendre le RHB. Et beaucoup de médecins ont refusé de le prescrire. Les industriels et les opérateurs pharmaceutiques les plus sérieux n'ont pas adhéré à cette histoire de RHB. Et malgré tout le tapage médiatique qu'il y a eu en faveur, les mensonges, etc., la vérité a fini par éclater. Et grâce justement au comportement professionnel, consciencieux et responsable du pharmacien d'officine, entre autres, donc, ça a été donc une fin négative comme on l'a vu partout. Donc la raison a fini par l'emporter. Et là, je souligne que le SNAPO, aussi bien que le Conseil de l'Ordre, nous avons eu la même position depuis le début, sans aucune hésitation, sans ambiguïté, et de manière, les positions ont été affichées de manière très claire. Et justement, concernant de compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires rentrent de plein fouet dans le cadre du conseil que exerce le pharmacien. Il y a actuellement une réglementation qui est en train d'être préparée au niveau du ministère de la Santé et à laquelle donc, le Conseil de l'Ordre et le SNAPO participent à élaborer. Conseil automédication. Bon, il faut savoir que le SNAPO organise le 12 mars prochain une journée nationale sur l'automédication à l'hôtel Horaci. Pourquoi l'automédication? Parce que ça rentre aussi dans le cadre du conseil exercé par le pharmacien. L'automédication, tout le monde a tendance à culpabiliser justement, pas seulement l'industrie pharmaceutique, mais principalement les pharmaciens actuellement. Quand on parle d'automédication en Algérie, c'est pour désigner du doigt le pharmacien, comme quoi nous vendons tout sans ordonnance, on bousille la santé des citoyens, on provoque des résistances aux antibiotiques, on donne des médicaments qu'il ne faut pas, nous disposons de personnel qui n'est pas formé, etc., etc., et qu'on fait n'importe quoi au niveau des officines. L'automédication, il faut savoir qu'au niveau mondial, c'est quelque chose qui est très cadré, qui est positivé, au contraire, dans les pays où l'automédication enregistre les dépenses et les investissements les plus importants, eh bien, figurez-vous qu'en premier, c'est les États-Unis, en deuxième, c'est l'Allemagne, et en troisième, c'est la Grande-Bretagne. Donc, c'est des pays très sérieux et qui ont une industrie pharmaceutique très forte. On va plus loin. En France, il y a l'AFIPA, l'Association française de l'industrie pharmaceutique pour l'automédication, et qui travaille en collaboration directe avec l'autorité sanitaire, c'est-à-dire le ministère de la Santé, avec la sécurité sociale et avec les pharmaciens, pour qu'il y ait donc une éducation sanitaire et un cadrage et instaurer une culture au sein des citoyens et des patients pour une automédication responsable. Et là, il y a justement d'autres objectifs qui veulent être atteints, c'est justement désengorger un peu les structures de santé par rapport à des consultations totalement inutiles et qui sont coûteuses donc pour l'État, mais aussi pour diminuer la pression sur les médicaments donc, remboursables et sur les médicaments listés. Donc il y a un grand travail de collaboration pour une automédication positive et responsable.
Et c'est pour ça donc que nous voulons absolument casser ce tabou. Et dans le cadre de l'automédication, c'est le pharmacien qui va exceller dans ses compétences et dans l'exercice de son conseil par rapport à la prise en charge des patients qu'il reçoit donc quotidiennement au niveau des officines. Donc, dans quel domaine on va exercer le conseil? On l'exerce dans le cadre de l'automédication sur des produits, comme l'a précisé tout le monde. Tous les intervenants sont d'accord pour dire qu'en Algérie, il n'y a pas une liste officielle des produits OTC. Il y a juste la liste 1, anciennement tableau A, la liste 2, anciennement tableau C, sans parler des stupéfiants, bien sûr, tableau B, qui sont donc soumis à prescription obligatoire. Donc tout le reste, c'est des produits à non-prescription obligatoire, et c'est là justement donc qu'on peut se permettre, en tant que pharmacien d'officine, de donner en liberté, suite à un dialogue, à une communication, etc., dispenser ces médicaments aux patients, bien sûr, après communication, après une discussion tout à fait responsable. Donc, j'insiste toujours sur une automédication, sur une dispensation libre sans ordonnance, mais exercée quand même de manière responsable, sans pour que cela constitue un danger sur la santé donc, de nos patients qui nous font avant tout, qui nous font confiance. La population donc accorde largement sa confiance aux pharmaciens d'officine. Il faut maintenir justement ce sentiment de confiance, cette relation de confiance qu'il y a entre le pharmacien et ses patients. Il faut exceller dans l'exercice, exceller dans l'exercice. Il faut montrer que nous sommes compétents, que nous sommes habilités à accomplir les gestes que nous revendiquons et que nous assumons au sein de l'officine dans l'exercice quotidien, principalement par notre présence. Quand le citoyen va voir que le pharmacien il est là, qu'il y a une équipe qui travaille avec lui, mais qu'elle est bien cadrée, qu'elle est supervisée et que ses collaborateurs reviennent toujours vers le pharmacien qui est lui le pharmacien titulaire, compétent, habilité. La mise en évidence en avant de ces connaissances, justement, on a vu que ces connaissances peuvent être mises à mal par certains citoyens qui vont consulter sur le web. On va détailler un peu dans les planches suivantes et savoir répondre. Quelqu'un qui vient vous contredire au comptoir devant vos clients, vos employés, il peut vous mettre dans la gêne. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être à la hauteur pour pouvoir répondre et contredire certaines fausses vérités qui pourraient être donc annoncées par le patient envers vous. Faire preuve et afficher de son assurance. Il faut être sûr de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous affirmons concernant donc la prise en charge, la dispensation ou non des médicaments, la réorientation de la demande vers un autre médicament qui était initialement demandé à tort. Et donc il faut exceller dans l'exercice et maîtriser son métier. Pourquoi ? Pourquoi on doit afficher cette assurance? Pourquoi on doit exceller dans notre exercice? Parce qu'il y a des difficultés que nous rencontrons par rapport à l'exercice de ce conseil. Donc, il y a les réseaux, il y a le web, il y a les réseaux sociaux où tout genre d'informations peuvent circuler. Il y a les avis donc des internautes sur les réseaux sociaux. Moi, selon mon expérience, le médecin s'est trompé, le pharmacien s'est trompé, le vendeur, etc. Il m'a dit, etc. Donc, il faut être en mesure de contredire ces affirmations qui sont donc données par nos patients. Il y a aussi les publicités sur les chaînes étrangères. On peut, comme l'a souligné le communicant précédent, donc, on peut faire de la publicité pour des produits OTC qui ne sont pas commercialisés en Algérie. On viendra nous demander tel ou tel produit, on peut les conseiller vers d'autres produits que nous connaissons et qui sont autorisés à la commercialisation. Donc, il y a aussi la facilité à l'accès à l'information médicale. Vous savez très bien qu'il y a doctissimo.fr et santé au féminin, etc. Donc, celui qui a un petit bobo, une maladie, une suspicion, des symptômes, etc. Et autres, les fêtes, etc. Il vous tient un dialogue. On peut être mis mal à l'aise dans ce genre de situation. Donc, il faut toujours montrer sa compétence et prouver que nous sommes là, le pharmacien, le vrai professionnel de santé qui a son niveau, sa formation, qui peut corriger et réorienter le patient. Il y a aussi la vente en ligne qui est un danger. Vous savez très bien qu'elle est développée dans le monde entier. Justement, l'un des dangers de la contrefaçon dans les pays occidentaux, les plus réglementés, les plus développés, c'est la vente en ligne.
Même en France, elle existe. Certes, elle est réservée aux pharmaciens d'officine déjà installés, mais ça reste un risque. Malheureusement, chez nous, même certains confrères ouvrent des pages Facebook où ils disent qu'ils vont livrer le médicament, etc. Envoyez-moi votre ordonnance. Ça aussi, c'est pas bien. Il ne faut pas verser dans ce genre de pratique. Ce n'est pas permis. Il ne faut pas ouvrir la porte. Il y a des gens qui ouvrent des pages Facebook qui ne sont même pas pharmaciens, qui vous mettent une liste de produits CABA, à vendre disponibles, contactez-moi, etc. Donc, si les pharmaciens versent dans ce genre de pratique, tout le monde va le faire, même s'ils ne sont pas habilités à le faire. Et tout ça, c'est des dangers, mais c'est aussi des difficultés rencontrées par le pharmacien dans son exercice quotidien et dans l'exercice de son pouvoir de conseil. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important. Je pense qu'il n'y a pas un pharmacien d'officine qui s'est vu une fois confronté à un malade et qui revient avec le sirop, le médicament, et écoutez, moi j'ai lu la notice, hein, finalement ça c'est pas bien pour mon enfant, moi j'ai ça, etc. Vous savez très bien que la notice, elle est destinée spécialement aux patients. Et donc, le professionnel de santé, qu'il soit médecin ou pharmacien, même s'il y a des contre-indications ou bien des mises en garde qui sont précisées sur la notice, ça c'est dans le cadre de la prévention, le professionnel de santé peut décider que malgré ces contre-indications et ces effets secondaires, ces mises en garde, le médicament doit être pris par le patient. Donc ça aussi, on a souvent des situations comme ça qui viennent et vous disent, écoutez, la notice, elle dit ça, pourquoi vous m'avez donné, etc. Donc le pharmacien est appelé à s'imposer en matière d'information médicale, corriger et réorienter donc la demande ou bien les doléances de ses patients. Il y a aussi, donc, on doit en parler, le danger des produits CABA, la contrefaçon, le périmé, les produits interdits et prohibés, le respect de la chaîne de froid par rapport aux produits CABA. On s'est vu à un moment donné qu'on importait le vaccin anti-grippe quand il était un petit peu en retard. On l'importait de France ou bien de manière illégale, bien sûr, à travers les frontières. Et ils vous disent, écoutez, donc là, on doit jouer notre rôle de conseil, éviter les produits CABA. Ça peut être source de contrefaçon, ça peut être source de rupture de la chaîne de froid, etc. Ça peut être des produits carrément retirés pour alerte sanitaire mondiale. Il y a des produits qui ont été interdits, mais qui sont récupérés par-ci, par-là, et qui peuvent être consommés. Donc là aussi, il faut jouer notre rôle. Même si le produit n'est pas disponible au niveau de l'officine, il faut savoir pourquoi il n'est pas disponible. Il est interdit à l'importation, il a été retiré. Donc là, il faut être à la hauteur et pouvoir conseiller et mettre en garde les patients contre ce genre de produits introduits de manière illégale. Il y a aussi donc, même en matière d'exercice, cette difficulté de voir les prescripteurs refuser l'acte de substitution. Et là, c'est beaucoup plus, je l'ai remarqué par expérience personnelle, que c'est beaucoup plus un geste un manque d'information et de communication. Il y a beaucoup de médecins qui ignorent que le pharmacien a le pouvoir de substitution. Quand je vous dis que des cadres de la santé, au ministère de la Santé, ne savent pas que le pharmacien a le droit de substitution, vous disent, écoutez, le médecin a le droit d'introduire la remarque ne pas substituer, et ça n'a aucune existence légale chez nous sur les textes. Donc, ça vous donne un petit peu... les gens pensent que parce que le médecin français a le droit de faire ça, qu'en Algérie aussi ça existe. Chez nous, il n'y a pas cette notion réglementaire que le médecin a le droit de dire ne pas substituer. Donc, malgré justement cette gêne et ces pratiques engendrées, ces réflexes par les patients par rapport à la consultation, à la facilité de l'information sur les réseaux, sur le web, je vous donne deux chiffres, un petit peu, deux volets de chiffres indicateurs. Les praticiens, ça c'est les médecins en France. Hein. En France, c'est les statistiques que nous avons. Ici, on n'a pas de statistiques. Donc, 73% de la population déclare qu'ils ne font pas confiance aux informations qui circulent sur le web. C'est-à-dire la population, ils vont sur le web, mais ils se déclarent à 73% qu'ils ne font pas confiance aux informations qu'ils trouvent sur le web. Et les professionnels de santé, qu'est-ce qu'ils déclarent en France? 6% des professionnels, ils sont favorables à ça, à ce geste, à ce que le patient aille se renseigner sur le web. Heureusement que c'est un petit pourcentage, mais 51% des professionnels de santé en France trouvent que cette info peut être néfaste. Et 39% trouvent que cette info disponible sur les sites web reste ambiguë. Donc si elle est ambiguë,
si elle est jugée néfaste, c'est qu'elle peut entraîner 50% de ceux qui la consultent vers l'erreur. Dans le cadre du conseil, l'entretien avec le patient et la communication s'impose. La communication avec le patient, mais aussi avec les médecins. On conseille ou on oriente vers le médecin. Ne pas hésiter à envoyer chez le médecin. Le patient sera plus fidélisé et vous fera plus confiance. Et reviendra certainement vers vous avec une ordonnance. Il ne faut pas hésiter à se mettre des limites. Nous avons des compétences. Ces compétences nous permettent de faire un certain nombre de choix et de décisions. Donc, il faut savoir que nous, en tant que pharmaciens d'officine, on sait pourquoi on a été formé. Il ne faut pas se substituer non plus à un médecin, à quelqu'un qui va diagnostiquer. Donc, si on exerce le conseil, c'est bien pour mieux prendre en charge le patient, mais ce n'est pas pour jouer le rôle du médecin. Il y a, en France, par exemple, ils vous disent que le médecin n'a même pas le droit de consulter, même au niveau de l'officine. Il est médecin, mais même si c'est votre ami, il vient au niveau de l'officine, il n'a pas le droit de consulter. Ça, c'est pour dire que chacun ses limites. On exerce le conseil, mais il faut savoir où sont nos limites. Il ne faut pas avoir peur de conseiller, d'aller se consulter. Si vous orientez convenablement, après un interrogatoire, après un entretien, votre patient vers le médecin, au contraire, c'est là que le patient va mieux vous respecter et va vous faire plus confiance à l'avenir. Là aussi, donc, on l'a souligné, il y a un manque de dialogue entre les pharmaciens et les médecins. Il faut dialoguer par rapport à beaucoup de choses, par rapport justement à cette vente sans ordonnance, par rapport à l'acte de substitution, par rapport à l'exercice du conseil et aussi donc s'imposer des limites en tant que pharmacien. Pour bien conseiller, donc, il faut être à jour de l'information. Vous savez très bien que la science ne s'arrête pas, l'évolution ne s'arrête pas. Nous recevons chaque jour au niveau de nos officines pratiquement des médicaments que nous ne connaissions pas la semaine passée. Il y a de nouveaux médicaments qui sont fabriqués, il y a des innovations, il y a de nouveaux génériques, il y a de nouveaux appareils, de nouvelles insulines, etc. Et là, à chaque fois, il faudra qu'on soit à jour. Il faudra veiller à avoir l'information nécessaire sur ce que nous avons le droit donc de détenir et de dispenser envers les malades. Quel genre de formation actuellement nous avons? Malheureusement, tous les intervenants aussi en ont parlé. Actuellement, il n'y a pas vraiment une formation officielle, cadrée, etc. Ce qui se fait, c'est les formations organisées par le SNAPO, le Conseil de l'Ordre, les différentes associations professionnelles. Il y a aussi les formations donc, lancées dans le cadre des journées thématiques organisées par les laboratoires. Ils ramènent des experts en médecine, en pharmaco, etc., même en fiscalité. Donc là aussi, c'est une occasion pour nous de nous former pour être mieux dans le conseil. Dans le futur, justement, la loi sanitaire, le projet de loi sanitaire dont on a parlé aussi, donc, qui est devant l'APN, prévoit la formation continue obligatoire pour les professionnels de santé. Il y aura bien sûr des textes d'application pour éclaircir les modalités de son application. Actuellement, quelle est la conjoncture donc pour exercer, pour pratiquer ce conseil que nous revendiquons, que nous défendons avec force? Malheureusement, il y a pratiquement une politique d'austérité face à la crise qui a un effet psychologique sur les réflexes de la consommation. Peut-être on ne peut pas se permettre de parler d'une baisse du pouvoir d'achat, mais quand tout le monde parle de crise, et quand les officiels, le gouvernement, les acteurs économiques se plaignent de nouvelles conditions économiques, etc., d'un climat qui n'est pas très favorable, ça entraîne un effet sur la consommation dans tous les secteurs, y compris dans le domaine du conseil, y compris au niveau des officines. Donc les taux se resserrent de plus en plus au niveau de la sécurité sociale et du remboursement, par exemple, parce que nous avons des produits, donc une nomenclature assez riche et variée en matière de remboursement, mais on voit qu'il y a des mesures qui sont prises de plus en plus pour un petit peu serrer les taux et pour tenir compte donc des équilibres de la sécurité sociale. Et là aussi, le gouvernement en parle ouvertement, c'est pas caché. Donc, on a remarqué que le tarif de référence s'élargit à plus de produits remboursables au fur et à mesure. Il y a pratiquement chaque année une ou deux listes qui est sortie.
il y a des produits soumis au tarif de référence, mais que l'État décide de revoir à la baisse. Je vous donne deux exemples. Celle qui est appliquée depuis le 29 janvier, la gamme des Telfast, elle a été revue de 289 dinars à 90 dinars. Vous imaginez une baisse de pratiquement 2/3. L'Istagon de Saïdal qui passe de 120 dinars à 60 dinars, tarif de référence. Donc, ou bien les entreprises vont baisser leurs tarifs, ou bien donc c'est à l'assuré social de payer une grosse différence, et là, ça va se répercuter bien sûr sur l'économie de l'officine. Il y a aussi donc le déremboursement, carrément, il y a le déremboursement déguisé. Le déremboursement déguisé, c'est l'introduction de nouvelles conditions de remboursement, comme ça se fait pour certains produits. Donc ça aussi, ça a une influence sur l'exercice, sur la rentabilité. Et là aussi, justement, nous devons essayer d'avoir des gestes de compensation à travers ce que nous avons mis en évidence tout à l'heure, à travers le conseil, à travers les produits qui ne sont pas soumis au remboursement, à travers de propositions d'alternatives pour les patients et les assurés sociaux. Il faut aussi signaler, vous l'avez remarqué, qu'il y a beaucoup de médicaments dont le tarif a baissé, le PPA, pas seulement les médicaments remboursables. Il faut se rappeler qu'en 2016, l'État a imposé à beaucoup de laboratoires qui importaient la baisse de leurs tarifs du PPA, et que beaucoup aussi de producteurs nationaux se sont vus mettre la pression pour diminuer leur prix lors du renouvellement des décisions, des autorisations des décisions d'enregistrement. On le constate tous, notre marge moyenne n'arrête pas de baisser depuis le décret 98 à ce jour. La marge moyenne annuelle, elle baisse. On sait que la minimale, c'est 20%, mais on n'arrête pas de baisser. À un moment donné, la marge moyenne était de 33%, mais actuellement, la marge moyenne à l'échelle nationale, elle est de 23%. Il y a aussi cette augmentation du nombre d'installations. On est passé en quelques années du simple au double. Actuellement, nous sommes à 11 000 officines. Donc, pratiquement, c'est des officines en plus. Donc, l'offre, elle est améliorée en matière d'espace officinal, mais la demande n'augmente pas. La demande en médicaments n'augmente pas avec la même cadence. Et donc, par là, il y a une baisse aussi de fréquentation des officines. Il y a aussi malheureusement les pratiques antidéontologiques qui peuvent avoir une incidence négative sur la majorité des pharmaciens qui exercent dans le respect de la réglementation. Maintenant, on va parler de mode de rémunération concernant aussi bien donc les médicaments soumis au remboursement que pour les médicaments libre-vente ou bien non soumis à prescription obligatoire. Actuellement, le seul mode de rémunération en Algérie, c'est la marge bénéficiaire du décret 98. Je vous ai parlé tout à l'heure du SHP, service honoraire pharmacien, qui comporte un petit peu l'analyse de l'ordonnance, de la prescription, des effets secondaires, des interactions, etc. C'est rémunéré à 1,50 dinar et 2,50 dinars selon le produit, s'il est en liste 1 ou en liste 2. Et justement, ce problème du SHP, de la révision des marges, etc., vous savez très bien que ça fait l'objet d'une discussion entre le SNAPO et les opérateurs concernés et les ministères concernés depuis plusieurs années, mais ça n'aboutit toujours pas. Et dans le cadre justement de ces négociations, nous avons demandé, parmi les propositions qui ont été donc avancées, c'est d'accorder des marges plus importantes ou plus confortables pour les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire, pour les médicaments non remboursables. C'est justement, ça va rentrer donc dans le conseil et dans la gestion positive de l'automédication. On a eu un nouveau mode de rémunération dans le cadre du tiers payant. C'est la substitution par ligne 15 dinars, c'est le non-paiement du tarif de référence, on a 10% en plus, mais principalement l'incitation accordée par les pouvoirs publics pour la production nationale, qui est de 20%. Mais la rémunération directe de l'acte pharmaceutique, ça n'existe pas encore. La classification officielle des produits OTC hors liste 1 et 2 n'existe pas officielle. Et on n'arrête pas de travailler et de revendiquer donc ce nouveau mode de rémunération qui est celui de la rémunération de l'acte pharmaceutique.
Ça ne nous empêche pas de continuer à travailler dans ce sens. Bon, sur le plan économique, on peut parler par moment et rarement de remise sur facture, mais ça ne concerne pas tous les produits et ça reste avec un effet pratiquement négligeable et sans grands effets sur l'économie de l'officine. Ailleurs, qu'est-ce qui se fait? Le rôle, ailleurs, je veux dire en France, en Occident, dans d'autres pays du monde qui ont choisi en plus de la rémunération de la marge, d'autres façons donc de rémunérer, de mettre en valeur le rôle du pharmacien d'officine, notamment le rôle de conseil. Ailleurs, le rôle de conseil et d'accompagnement des malades est renforcé par les pouvoirs publics. Il est même encouragé aussi bien par les autorités sanitaires que par la sécurité sociale, par une rémunération spécifique. Et même l'automédication responsable, elle est encouragée, comme je l'ai signalé tout à l'heure. On parle, comme l'a dit Monsieur le Président de l'Ordre hier, Dr Ben Ahmed, de pharmacien thérapeute. On parle de médication officinale. Et donc, le rôle du pharmacien, il est valorisé et il est rémunéré en conséquence par rapport à ce qu'il a comme conséquence donc, négative, positive en matière de conseil, de santé publique, de coûts de prise en charge dans le cadre de la sécurité sociale. Chez nous, justement, on a cette difficulté de mise en œuvre de nouvelles notions telles que la rémunération de l'acte pharmaceutique. On était pourtant bien parti, SNAPO et ORD, lors des premières négociations qui ont commencé en juillet avec le ministère du Travail. Le ministre était totalement favorable à ce genre de mesures, mais malheureusement, on a bloqué sur un ancrage juridique à la fin des séries de réunions. Il y a aussi le projet de loi sanitaire qui parle quand il parle de pharmaciens d'officine et de pharmaciens de services liés à la santé dans l'article 188, comme ça a été souligné hier par le président de l'Ordre, et avec la sécurité sociale donc depuis le début des négociations de juillet. Mais il y a aussi d'autres mesures, la remise légale, l'augmentation du SHP, les exonérations fiscales que nous revendiquons, toujours dans le cadre de la négociation sur le dossier marge, l'exclusivité de certains produits en officine, au moins par exemple les régimes. Ça, c'est pour compenser les pertes de marge sur les produits essentiels et remboursables. Et là, justement, on peut faire jouer donc le rôle du pharmacien dans le cadre du conseil, des produits OTC, des produits non listés, non soumis à prescription obligatoire, en compensant la marge sur ce genre de produits. On revendique aussi la mise au niveau des officines de produits de réserve hospitalier, notamment pour le suivi des malades atteints du cancer, parce qu'il y a une gamme de médicaments qu'ils prennent en ambulatoire. Malheureusement, là aussi, on subit le blocage de la sécurité sociale. En conclusion, le conseil reste l'une des vocations principales du pharmacien. L'exercice du conseil a des retombées positives inestimables sur le plan sanitaire. Le champ d'exercice du conseil est large et varié, mais de plus en plus compliqué et lourd. Et demande aux pharmaciens donc du temps, de l'énergie et plus d'efforts. D'où la nécessité pour les pouvoirs publics chez nous de reconnaître la valeur du travail de conseil du pharmacien et d'instaurer un mode rémunérateur convenable et adapté à la hauteur des efforts et du travail fourni et des résultats obtenus sur l'état de santé des citoyens, mais aussi sur les économies réalisées en matière de prise en charge, de dépenses de santé et de dépenses dans le cadre de la couverture sociale. Donc, je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vous invite à vous installer, M. Belambri. Alors, depuis le temps qu'on répète un peu ce rôle du pharmacien, aussi bien vous en tant que SNAPO que M. Ben Ahmed, Dr Ben Ahmed en tant que CNOP, ne cessiez de répéter ce rôle du pharmacien qui est prépondérant dans l'éducation thérapeutique, dans le conseil. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive plus ou moins à déterminer au niveau des officines ce type de fonction qui devient régalien, j'ai envie de dire? Normalement, c'est une fonction qui est tout à fait naturelle et qui fait partie donc, de la compétence et de la formation du pharmacien d'officine. Il faut juste qu'on apprenne à la mettre en valeur
mais aussi à convenablement la rémunérer, puisque les pouvoirs publics actuellement n'arrêtent pas de nous parler donc d'économie de santé, de coût du médicament, d'accessibilité aux médicaments, et donc de l'impact de cette prise en charge dans le cadre du tiers payant, des médicaments remboursables, etc., sur les équilibres et les finances de la sécurité sociale. Nous, on dit que le pharmacien, il est là, il a des compétences, il a une vocation qui est celle du conseil, et que dans le cadre de ces compétences et de cette vocation, si elle est bien exploitée, si le pharmacien est bien valorisé dans ce domaine, dans ce cadre, il peut contribuer à faire diminuer donc, ces dépenses, aussi bien qui ont un impact donc, sur le coût de la prise en charge de la santé des citoyens que sur les dépenses consenties par la sécurité sociale. Et ça peut aussi donc, avoir un autre impact dans le cadre de la prévention, la complication des maladies, la complication des maladies chroniques. Si on prend en charge, si on met un système au niveau des officines par rapport au suivi de ces malades chroniques, au bon usage des médicaments, à l'observance du traitement, on évite les complications et on évite les surcoûts. Mais pour ça c'est un travail supplémentaire, complémentaire de la part du pharmacien. Il faudra donc prendre des décisions courageuses pour rémunérer le pharmacien sur ses actes et sur ses efforts. On parle donc de qualité de soins, de qualité de médicaments, de qualité du travail du professionnel de santé. Et tout travail de qualité, toute exigence de qualité, ça a un coût. Donc le pharmacien fait déjà beaucoup en matière de prise en charge d'assurés sociaux, en matière d'efforts, en matière d'investissement, mais ces efforts peuvent être limités par ces revenus financiers qui sont déjà mis à mal par la diminution de la marge, par l'augmentation des charges, etc. Et on lui demande encore de faire plus, d'accepter un sacrifice sur les prix, sur les marges, mais il faut qu'il y ait une compensation. Et s'il y a un acte, il faut que cet acte soit convenablement rémunéré. D'accord. Alors cette question de vendeur en pharmacie qui revient souvent malheureusement, aujourd'hui elle se pose, vu que des fois il n'est pas qualifié pour prodiguer des conseils adéquats pour telle ou telle pathologie. Le pharmacien ne travaille pas seul. Il a une équipe que nous qualifions nous d'équipe officinale. Un pharmacien lui-même doit veiller à l'actualisation de ses connaissances, à être à jour de toutes les innovations, des nouveautés, etc. Et si lui, il est convenablement formé, il veille à ce qu'il soit toujours à jour donc, de l'actualité professionnelle, des nouveautés, etc. C'est lui-même qui doit veiller à la formation de son équipe. Malheureusement, chez nous, il y a ce problème. On reproche toujours aux pharmaciens d'employer... D'être absent parfois. Oui, d'être absent, sinon d'employer un personnel non formé, non compétent. Malheureusement, chez nous, il n'y a plus cette notion de préparateur en pharmacie au niveau des officines. La formation existe, mais elle est destinée uniquement aux besoins de la pharmacie hospitalière, du secteur public. Le ministère de la Santé ne forme pas pour le privé. On est, alhamdoulilah, sur un projet de formation du personnel officinal avec le ministère de la Formation professionnelle, avec un programme approuvé par le ministère de la Santé. Et même dans l'état actuel des choses, l'équipe officinale, elle n'est pas laissée comme ça, comme des électrons libres. Ils sont bien cadrés, bien supervisés par le pharmacien d'officine. Et je peux attester que pratiquement 80% du personnel officinal est de niveau universitaire, Bac plus 3 et Bac plus 2. D'accord. Des questions dans l'assistance, dans le public? Est-ce qu'il y a des questions à M. Belambri? Il reste quelques petites minutes. Oui. On va vous ramener le micro. Bon, je vais vous demander de vous présenter, même si vous êtes une consoeur que je connais personnellement. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, comme ça bonjour, on va vous filmer. Jamila Kourta, je suis journaliste à Al-Watan. Moi, ma question, Monsieur Belambri, c'est par rapport à l'automédication. Si aujourd'hui on doit se mettre à prescrire, à donner des médicaments sans ordonnance, est-ce que vous avez déjà établi une liste et est-ce qu'il existe une réglementation spécifique à l'automédication? Merci.
Merci. Justement, tout le monde a parlé entre hier et aujourd'hui, tous les professionnels, les spécialistes du médicament ont parlé justement du manque d'une liste officielle des médicaments OTC ou bien non soumis à prescription obligatoire. Mais ça ne nous empêche pas sur un plan strictement pharmacologique. Je fais référence aux listes 1, anciennement tableau A, et liste 2, anciennement tableau C. Ils sont d'ordinaire et conformément à la législation pharmaceutique peuvent être dispensés, délivrés par le pharmacien sans ordonnance. Donc c'est des médicaments facilement reconnaissables. Même l'expert qui est passé avant moi, il a dit que pour l'établissement des statistiques par rapport à la consommation des produits OTC, ils ont été obligés pour l'Algérie, en absence de liste officielle, de trier les produits un par un, selon justement leur appartenance à la liste 1 ou 2 ou à la liste des médicaments non obligatoirement soumis à prescription. Donc actuellement, dans l'état actuel des choses, en tant que pharmacien, on peut exercer donc ce conseil en délivrant des médicaments sans ordonnance, mais qui sont sur le plan législatif pharmaceutique, peuvent être dispensés sans ordonnance. Notamment donc pour exercer cette automédication et cadrer cette automédication responsable qui, je rappelle, c'est pratiquement un choix stratégique qui intéresse non seulement le pharmacien d'officine, non seulement l'industrie pharmaceutique, mais qui intéresse aussi l'autorité sanitaire. J'ai dit que dans les pays, cette automédication, elle est très développée. Les chiffres les plus importants se trouvent donc au niveau des pays les plus développés, les plus industrialisés sur le plan de l'industrie pharmaceutique. Un, donc les États-Unis. Deuxième mondial, la Grande-Bretagne. Et troisième mondial, l'Allemagne. Et là, justement, c'est pour éviter que des citoyens aillent inutilement encombrer les services d'urgence pour des symptômes qui peuvent être parfaitement pris en charge au niveau de l'officine, qui est un espace ouvert, accessible, très proche du citoyen et où il y a un pharmacien qui est plein de compétences et qui a la liberté légale de dispenser, selon un interrogatoire et un entretien responsable qu'il y a entre lui et ce patient, de dispenser des médicaments selon des symptômes, bien sûr, affichés. Alors, y a-t-il une autre question? Non. Oui, madame, vous avez une question? Juste en complément de ce qui a été dit par mon confrère. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, c'est madame Regat Samia, pharmacienne titulaire dans la daïra de Souguer, wilaya de Tiaret. Donc, le pharmacien d'officine, le conseil, ça fait partie de notre quotidien. Et le pharmacien d'officine s'affirme dans de nombreux domaines tels que le conseil, la prévention, la veille sanitaire, l'accompagnement du malade. Maintenant, il peut affirmer haut et fort son rôle d'éducateur de santé. L'éducation commence par l'information, notamment au moment de la dispensation de l'ordonnance, moment privilégié pour le conseil et l'éducation au bon usage du médicament. Et je dirais, du fait de notre relation de proximité et de disponibilité envers nos clients patients, les malades nous interrogent davantage sur des questions de santé publique, de bien-être quotidien et même sur les pathologies lourdes et chroniques telles que MST, SIDA, diabète, Ebola et j'en passe. Tout ça pour dire que le pharmacien d'officine n'est pas un simple commerçant, hormis le côté commercial de la profession qui est une prestation de service. Le pharmacien est un véritable acteur de la santé publique et nous sommes en toute modestie le maillon fort de la chaîne médicale. Je vous remercie. Merci. Alors, M. Belambri, pour faire un peu la jonction avec la présentation du docteur Hossein Mehdi tout à l'heure, concernant les OTC. Alors, en quoi l'adoption du statut des OTC, notamment dans la nouvelle loi sanitaire, peut-il aider dans l'exercice officinal? Si ils sont clairement définis, si on leur donne un statut juridique, tout le reste va suivre sur le plan économique, sur le plan de l'exercice professionnel de notre compétence, notamment dans le conseil, dans l'encadrement de cette automédication, et ça peut avoir justement un impact direct sur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur les coûts
de l'économie de la santé, sur le coût de la couverture sociale, parce que parmi les objectifs principaux qui poussent à orienter vers les OTC, c'est aussi d'avoir donc des prix moins verrouillés, des marges moins basses que les produits essentiels listés et soumis au remboursement. Et là, justement, c'est une juste façon de compenser les pertes subies par le pharmacien et les efforts qu'il a consentis dans la prise en charge des citoyens dans le cadre du tiers payant, dans le cadre de ces produits remboursables, etc. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne valorise pas suffisamment le rôle et le geste et la compétence du pharmacien, notamment à travers le SHP. C'est le moindre exemple qu'on peut donner. C'est une excellente initiative d'avoir adopté dans le décret sur l'échelle des prix et la marge bénéficiaire le SHP, service honoraire pharmacien. Mais situer cette valeur d'honoraire à 1,50 $ et 2,50 $ et proposer une augmentation de 0,50 centimes seulement dans le cadre des révisions de la marge, ça, c'est pas du tout le niveau qui était quand même espéré par les pharmaciens. Les pharmaciens espèrent que leur rôle soit mieux estimé, mieux mesuré et mieux valorisé que ça. On mesure pas, on n'honore pas le pharmacien pour tout ce qu'il fait, tout en lui demandant plus de sacrifices, tout en subissant plus de pertes, en donnant un SHP de 1,50 et de 2,50, en refusant d'instaurer un ancrage juridique pour l'acte pharmaceutique. Très bien. Merci. Prochaine communication, les troubles du sommeil. Vous êtes un pharmacien officinal de surcroît. Alors, quels conseils pouvez-vous nous donner sur les troubles du sommeil? On va être terre à terre. Le plus souvent, notamment en France par exemple, les Français sont les plus consommateurs de médicaments anxiolytiques, tranquillisants, psychotropes, etc. à cause des troubles du sommeil. Actuellement, justement, notamment dans la gamme OTC, dans le volet conseil du pharmacien, on peut conseiller des produits qui ne versent pas forcément justement dans cette catégorie de médicaments. On peut conseiller une hygiène de vie. Donc, c'est aussi les troubles du sommeil. C'est dans le cadre du rôle de conseil, de prévention, d'une convenable prise en charge d'un souci sanitaire exprimé par le patient. Et là aussi, donc, c'est toute la compétence du pharmacien qui peut s'exprimer à travers une prise en charge dans le cadre de l'automédication et du conseil et des produits OTC et même peut-être des compléments alimentaires. Merci beaucoup, M. Belhamri, président du SNAPO, pour cette communication.